you Anne-Sophie, merci Thomas, et je peux vous assurer que pour bien connaître Thomas, il a fait un exercice qui lui a demandé énormément d'efforts, et voilà. Rester dans le timing, c'est formidable. Il n'était pas prévu, je me tourne vers le grand organisateur, il n'était pas prévu d'un temps de questions-réponses à ce stade-ci. Je crois qu'on va quand même... moi, je propose qu'on avance et que, à la fin, dans le cadre des questions-réponses à la salle, dans le cadre du panel, s'il y a une question qui est plus liée à, notamment à tout ce qui est montage et ainsi de suite, on puisse peut-être y répondre à ce moment-là. Ok ? Bien. Et bien alors on entame la dernière grande partie de notre matinée, qui est de plutôt, oui voilà, j'ai déjà l'avance, qui est de continuer sur le volet académique, mais avec une vision un peu extérieure aux gens qui étaient directement concernés par Calico, et donc je vais appeler à me rejoindre Madame Florence de Grave, Madame Thérèse Van Durme et Monsieur Pierre Lanoy. Voilà, et elles se sont mis, il et elles se sont mis dans l'ordre de ma feuille, c'est parfait. Donc Florence de Grave, vous êtes socio-économiste et professeure à la FOPES, la Faculté ouverte de politique économique et sociale, et chercheuse au CIRTES de l'UC Louvain, qui est le centre de recherche interdisciplinaire Travail, État et Société. Vos recherches portent principalement sur les régimes de care en Europe, et la dynamique d'innovation sociale portée par les entreprises à profil social dans l'accompagnement à domicile des personnes âgées. Vous étudiez également la question du genre dans ces organisations. Alors, Madame Van Durme, vous êtes infirmière et docteur en santé publique. Et donc, après une dizaine d'années de travail de pratique clinique, vous êtes devenue chercheuse et enseignante à l'Institut de recherche santé et société, toujours de l'UC Louvain. Vos intérêts de recherche portent notamment sur l'évaluation des initiatives pour soutenir l'organisation des soins pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées qui vivent chez elles. Ce soutien inclut les dimensions biomédicales, bien sûr, mais est également centré sur les objectifs de vie de ces personnes. Donc on est bien dans le thème. Monsieur Pierre Lanoy, vous êtes sociologue et chargé de cours à la faculté de philosophie et de sciences sociales de l'ULB, cette fois-ci. Et vos recherches portent d'un côté sur les systèmes de transport envisagés dans leur dimension sociale et historique, mais d'un autre côté sur les problématiques de la vie urbaine, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui. Et donc il était triplement intéressant de vous inviter à ce panel, parce que d'une part, vous coordonnez actuellement un séminaire qui s'appelle « Penser les vieillesses ». Vous attirez l'attention sur le discours du genre et de la ville, et vous avez mis vos étudiants à la disposition de l'ULB de la VUB, pour réaliser les enquêtes de quartier dont on a eu les résultats. Voilà, merci à vous. Alors, comme tout à l'heure, je vais m'autodiscipliner. Voilà. Alors je pense que pour commencer, ça ira mieux comme ça.
Alors, on sait bien que aujourd'hui à Bruxelles, la question du logement est une question qui est cruciale à plein de points de vue. Elle est souvent liée à la question de la densification, mais ici on va essayer d'un petit peu rester vraiment sur la thématique du logement. Et donc la particularité de Calico, c'est donc d'associer logement avec genre et care. En quoi le genre et le care sont, eux, des thèmes d'actualité dans la vie de la ville et dans la question du logement en particulier. La question s'adresse à tous les trois. Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, Madame de Grave. Voilà. Oui, bon, d'accord. D'abord, je voudrais quand même vous remercier pour l'invitation. Vous m'entendez? Oui. J'étais très honorée d'avoir été invitée dans le cadre de la présentation de ce projet. Et je vous remercie vraiment très sincèrement. Je suis honorée, en même temps je me sens très humble parce que je trouve que c'est une réalisation formidable. Et voilà, j'ai évidemment des choses à dire sur la thématique, mais je me sens très impressionnée en vérité par ce que j'ai entendu ce matin. J'interviens, vous l'avez dit, comme chercheuse, mais j'ai une double casquette. Je travaille aussi sur, vous l'avez dit, sur l'innovation sociale et sur le genre. Évidemment, Calico a toutes les caractéristiques de l'innovation sociale, ce qui la rend évidemment aussi très intéressante. Outre le fait qu'elle touche à des questions de genre et de care. Et enfin, merci aux traducteurs et traductrices qui sont derrière les vitres. Je vais essayer de garder un rythme soutenable. Donc sur la première question que vous posez sur l'actualité, moi je pense que c'est un thème tout de même, qui est assez nouveau à l'échelle du traitement simultané de care, genre et logement. Évidemment, en soi, ce ne sont pas des thèmes nouveaux, mais le traitement simultané de ces thèmes-là dans un projet, c'est quand même quelque chose de très nouveau et ça dessine une problématique qui est vraiment singulière, mais qui est évidemment en phase avec les urgences du moment, puisqu'on a on a un problème d'accès au logement à Bruxelles généralisé, mais en particulier pour les familles monoparentales ayant à leur tête des femmes. Il y a évidemment un problème urgent sur la question de la charge du care, qui est fort individualisé et qui demande à être socialisé encore plus que ça ne l'est actuellement. Donc dans ce sens-là, il me semble que ça dessine une problématique tout à fait urgente et singulière qui est nouvelle, je le répète, dans son traitement simultané. Après, je ne vais pas garder le micro trop longtemps, mais ça touche quand même des questions très anciennes qui ont été posées par le mouvement des femmes et qui, au fond, à l'égard desquelles le mouvement des femmes a toujours eu de la méfiance, parce que la question du logement renvoie à la question de la domesticité, le care évidemment aussi, et donc à l'arraisonnement des femmes à la sphère domestique. Et donc il y a toujours quelque part un soupçon, même si je trouve que cette association est tout à fait novatrice, il y a toujours une tension, un soupçon derrière l'association du genre, considéré généralement à partir de sa lecture égale femme, care et logement. Et donc je me permets juste de souligner ça comme étant quelque chose une chose à laquelle on doit rester évidemment vigilant quand on traite de ces questions-là. Ce n'est pas une évidence de les associer et par le passé, on a eu une importante critique à l'égard de ces thématiques dans le mouvement des femmes et dans la littérature féministe. Merci beaucoup. Donc, je rejoins bien sûr les remerciements à la fois pour les organisateurs, les interprètes et aussi mon admiration pour ce projet qui est en train de décoller et qui est vraiment innovateur. Alors, en réponse à la question qui est posée concernant l'actualité, oui, bien sûr, non seulement en raison de la pression démographique liée à l'âge et de l'augmentation de la dépendance auprès des personnes qui vont habiter, qui ont commencé à habiter et dont l'État, avec l'avancée en âge, va sans doute demander davantage de soins, donc davantage de solidarité au sein de la maison. À côté de ça, il y a aussi, et vous le savez, un vieillissement de la part des professionnels qui viennent en soutien à la dépendance. Et ça, on voit notamment grâce à une étude assez récente de l'UNIPSO qu'on constate parmi les métiers de l'aide et du soin un vieillissement lié notamment au manque d'attractivité
l'attractivité de la profession, mais aussi de toute l'image que portent ces professions extrêmement genrées. Et donc oui, je pense que c'est un sujet d'actualité, et puis j'espère qu'on y reviendra aussi, un moment d'apprentissage. Et donc là, je pense que c'est important de faire le lien avec quelque chose qui viendra sans doute après, c'est comment valoriser tout ce qui a été appris ici. Évidemment, une journée comme aujourd'hui est inestimable en termes de partage de connaissances. C'est quelque chose qui doit absolument continuer pour des projets pilotes, notamment pour pouvoir voir dans quelle mesure ce type d'innovation sociale peut être répliqué ailleurs à Bruxelles et éventuellement aussi dans les grandes villes du pays. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Oui, bonjour à toutes et toutes. Donc, merci aussi pour l'invitation et merci d'avoir déjà été impliqué avant cette journée dans le projet, effectivement, avec les étudiants. C'était une très chouette expérience. Donc, sur la question de l'actualité, je peux prendre un angle tout petit peu décalé. Je pense que l'actualité immédiate, celle du confinement et du Covid, aussi a mis sur la scène, le devant de la scène, la question du care et surtout nous a montré en fait comment il était en gros géré aujourd'hui, notamment le care vis-à-vis des personnes les plus âgées. Donc d'un côté on a un système qui est sans doute le plus massif et le plus visible, c'est celui de la spécialisation. Spécialisation des espaces, spécialisation des intervenants, hein, on met les personnes d'une certaine catégorie dans certains espaces avec certains types d'intervenants et on a vu ce que ça pouvait donner en période de confinement et c'est justement cette division spatiale et cette division fonctionnelle, si vous voulez, des rôles que tente d'interroger le projet Calico. Et puis, d'un autre côté, le confinement et la crise sanitaire a mis en évidence aussi des situations d'isolement très fort qui en fait révèlent tous les systèmes informels et strictement localisés en fait, ou personnalisés on pourrait dire, qui soutiennent et qui participent au care des personnes et des seniors de notre société. Et donc, c'est une toute autre forme de soins hein, qui existe et qui est présente et qui a été mise à mal par le confinement. Et en fait, c'est aussi ce type de solidarité-là que tente de nourrir le projet Calico, mais d'une certaine façon, pas en le laissant au hasard des bonnes rencontres ou des bonnes volontés intrafamiliales, mais en essayant de l'instituer, de le rendre réflexif et de l'organiser le plus explicitement possible. Et donc, de ce point de vue-là, d'une certaine façon, Calico est extrêmement d'actualité aussi parce qu'on voit en quoi il offre probablement un modèle plus résilient que ceux qu'on a vus ici dans le cas de la crise sanitaire. Alors, vous êtes déjà un peu tous les trois dans la deuxième question que je voulais vous poser, sur la question de la résilience, de l'apprentissage, de la conservation des fonctions mises ensemble, tout ça, c'était de savoir, évidemment, l'idée ici, on a eu la chance d'avoir un financement européen pour Calico, c'est quelque chose qu'on n'aura plus, mais d'un autre côté, tout le monde réfléchit, au moins quelque part dans sa tête, à l'idée de se dire, mais on a un truc qui est réalisé maintenant, on espère qu'effectivement toutes les valeurs qui sont véhiculées ici, elles vont pouvoir perdurer dans le temps et que c'est un projet qui est parti sur du long terme. Mais l'idée, c'est aussi de se dire, ce serait quand même bien de pouvoir reproduire ça ailleurs dans la région, peut-être pas avec les mêmes thématiques, peut-être avec les mêmes thématiques, peut-être avec d'autres ASBL, peu importe, mais reproduire ce genre de projet. Est-ce que ça vaut pas quelque chose d'âge? J'imagine que la réponse est oui, mais dans ce cas-là, enfin je l'espère, dans ce cas-là, en quoi est-ce faisable? Qu'est-ce qui, pour vous trois, semble important, auquel nous, pouvoir public, nous, ASBL, on doit être attentifs pour la qualité de cette reproductibilité, monsieur le français? On nous garde. Comme vous voulez. On est très disciplinés. Oui. Bon, moi je trouve que la vraie question, c'est comment, donc,
pour moi, là, ce que m'inspire Calico et tout ce que j'ai entendu, c'est comment est-ce qu'on peut rendre compatible quelque part ou réconcilier le fait de penser au logement, aussi à la domesticité, de réconcilier ça avec l'idée de transformation sociale, c'est-à-dire d'en faire un levier de transformation sociale au-delà des habitants et des habitantes. C'est de voir comment ça peut inspirer, alors soit être reproduit évidemment, et je pense que Thomas Dawans a déjà dressé quand même pas mal de pistes et en tout cas des leçons qu'on pouvait en tirer. Après, moi, il me semble qu'il y a aussi quelque chose d'autre à réfléchir, c'est comment est-ce que, en tant qu'innovation sociale, Calico peut inspirer la gestion du parc de logement social. Comment est-ce qu'on peut faire de cette... Donc, dans les théories sur l'innovation sociale, je ne vais pas donner un cours ici, mais il y a une chose qui est très importante à retenir, c'est que on a parfois l'idée qu'une innovation, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle se pérennise, il faut qu'elle s'institutionnalise et donc se stabilise. Mais il y a aussi l'inverse, c'est que des politiques publiques capturent les innovations sociales et en face des vraies politiques et continuent à essaimer l'idée, le projet dans l'existant. C'est-à-dire de ne pas garder des îlots magnifiques, plein de succès, mais au contraire que ce qui a marché soit capturé par le régime dominant. Et donc on ne peut pas, je pense, penser la pérennité et la reproductibilité sans réfléchir aussi à comment est-ce qu'on peut capturer ce qui est intéressant dans ce projet-là. Donc j'ai envie de poser la question, enfin il y a évidemment la question de la reproductibilité, de l'essaimage, etc. Et je trouve que, voilà, voir le squelette du modèle, qu'est-ce qui fait sa spécificité, c'est intéressant, mais de réfléchir aussi comment convaincre le régime dominant d'adopter ces pratiques-là, ça fait partie aussi de la problématique de Calico, si je peux me permettre. Oui, je rejoins tout à fait, hein. C'est ce que je disais juste auparavant par rapport à l'importance de rendre compte de ce qui a été appris. C'est vraiment tout à fait dans cette ligne-là, et j'ai envie d'y répondre par deux pistes éventuelles. Donc évidemment, celle que vous avez évoquée, celle d'inclure dans l'apprentissage, mais justement ces ASBL et les politiques publiques aussi, pour se rendre compte qu'au-delà des chiffres et des données, il y a ce cycle permanent d'amélioration de la qualité de vie, de la qualité de l'habitat, de la qualité du lien social dans une région telle que Bruxelles. Après, il y a un autre relais, c'est celui de la gouvernance locale. Et là, je voudrais faire le lien avec le développement des zones de première ligne, telles qu'elles sont déjà une réalité en Flandre et aussi à Bruxelles pour 2 zones, et de voir dans quelle mesure, dans la gouvernance de ces zones, l'apprentissage par rapport au logement et ce qui fait sens comme logement peut être une pièce du puzzle indispensable pour justement penser avec les habitants comment améliorer le cadre de vie. Et donc là, je pense que penser en termes de politique publique, de santé publique, mais au sens large de la santé bien sûr, ça me paraît vraiment une étape incontournable, et ce serait dommage de laisser maintenant cette balle qui est lancée en l'air. Il faut essayer de l'attraper au mieux pour qu'elle puisse trouver vraiment sa place dans le paysage de demain. Oui, donc moi, bien sûr, je trouve que le projet Calico mérite d'être reproduit. Et une des raisons pour lesquelles, au-delà de tous les avantages qui ont déjà été soulignés, une des raisons aussi qui m'intéresse particulièrement là-dedans, c'est le fait de mettre en réflexion la question de l'espace domestique ou de l'espace du domicile, et de montrer concrètement aussi, et de mettre en œuvre, de montrer ce que le mouvement féministe avait déjà montré il y a longtemps, c'est que le privé est politique. On a déjà énormément de réflexions autour des questions de genre dans l'espace public, de plus en plus autour de l'espace public, mais ça peine encore à entrer sur les questions de l'espace privé, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment un des plus-values de ce projet, c'est d'interroger aussi cet espace. Souvent, on n'interroge pas. On commence aussi à interroger dans le monde du travail, les questions de genre dans le monde du travail. On peut ne citer qu'un exemple, ce
se sont créés récemment des espaces de coworking à Bruxelles réservés aux femmes, qui posent toute une série de questions très intéressantes. Et ici, c'est la question du domicile et de la vie conjugale ou pas conjugale, mais en tout cas de la vie privée. Et le privé est politique parce que s'y reproduisent aussi des mécanismes de domination, et c'est pas uniquement dans l'espace public que ça se passe. Et donc je trouve que pour moi c'est une des vertus essentielles de ce projet, c'est non seulement de poser la question, mais essayer d'y trouver aussi des réponses et des modalités concrètes pour à la fois garder la question à la réflexion, et puis voilà, comment est-ce qu'on fait pour essayer de rendre plus politique le privé en fait. Mais donc, si je vous comprends bien, le logement poursuit les stéréotypes de genre, mais c'est encore une thématique qu'aujourd'hui on n'ose pas trop questionner. C'est encore une thématique qui n'est pas très fortement questionnée, mais bien sûr que le logement, il n'y a pas de raison qu'il échappe aux logiques sociales et notamment aux logiques genrées. Et ce qu'on peut dire, c'est que, si vous voulez, ces questions de genre dans l'espace privé, dans l'espace domestique, se pose au moins à 3 niveaux. Celui de la conception de ces espaces. Bien souvent, les concepteurs d'espace, les architectes, les urbanistes ne se posent pas souvent les questions de genre. Et donc, une fois que la brique est là, ça devient plus difficile de changer les choses. On a beaucoup parlé tantôt d'accompagnement des usagers ou des habitants. Moi, je pense qu'il faudrait aussi beaucoup accompagner les concepteurs qui sont loin d'avoir intégré toutes ces problématiques. Se joue donc au niveau de la conception, au niveau de la régulation des espaces, c'est-à-dire des règles de vie dans les espaces privés. Alors, on est dans les espaces privés, ici ils sont collectivisés, donc il y a des modalités, il y a des régulations, des modalités de gouvernance, des quotas, ce genre de choses-là, parce qu'ici c'est rendu explicite dans le projet Calico. Mais il y a aussi des règles informelles, on pourrait dire, dans les logements privés. Par exemple, si vous lisez les travaux de Mona Chollet sur la question de l'espace du domicile, ben voilà, par exemple, faire chambre à part dans un couple reste encore aujourd'hui vu comme un échec de la conjugalité, alors que certaines revendiquent la possibilité voilà, d'avoir sa chambre à soi et que ce n'est pas nécessairement un échec du couple. Mais là, c'est des normes sociales qui sont encore très fortes. Et puis, 3e niveau, donc conception, régulation, et puis le niveau des usages quotidiens. Et c'est là souvent que, si vous voulez, les stéréotypes rattrapent les bonnes intentions. Il y a beaucoup d'études qui montrent que même des jeunes couples avec des idéaux très égalitaires se voient rattrapés dans le temps par des stéréotypes de genre, notamment par exemple dans la répartition des tâches ménagères, des tâches domestiques, qui vont, comme vous le devinez, beaucoup être prises en charge in fine par les femmes, mais aussi par des questions spatiales. Pensez souvent dans un domicile, l'homme a un espace à lui où il peut se retirer, se retrouver relativement seul, que ce soit un espace de bricolage, de lecture, que sais-je, d'autres, alors que bien souvent, dans les ménages, la femme n'a pas cet espace, ou moins cet espace, et en fait est assignée à des espaces nécessairement plus fonctionnels ou plus collectifs. En tout cas, quand il y a un manque d'espace, c'est souvent comme ça que ça se passe et qu'on constate. Donc voilà, à tous les niveaux, d'une certaine façon, celui de la conception, celui des règles d'usage, formelles ou informelles, et puis au niveau des pratiques, se rejouent sans cesse les stéréotypes de genre et les mécanismes de domination. Et donc, je pense qu'à tous les niveaux, d'une certaine façon, qu'il faut agir. Et c'est aussi un des avantages, vraiment la plus-value du projet Calico, on l'a vu dans les exposés, c'est de penser, en fait, les 3 niveaux, de réfléchir à chaque fois ces questions-là aux 3 niveaux, à ces 3 niveaux. Merci. Madame de Graaf. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Pierre. Je rejoignais tout à fait ce que tu allais dire, ce que tu as dit, ce que j'allais dire, mais il y a peut-être juste une chose que je peux ajouter, c'est que moi je plaide pour un espèce de... Je ne sais pas si vous connaissez le test de Bechdel, donc qui est un test en littérature pour savoir quelle est la place qui est accordée aux personnages féminins dans les œuvres de fiction, et où on a un bon test, le test est positif quand 2 personnages féminins se parlent et ne font pas que parler des hommes, parlent de leurs propres problématiques. Et je trouve que ce serait intéressant d'avoir une espèce de test dans l'aménagement du logement,
à la fois dans les murs évidemment, mais on aura beau avoir des murs qui mettent des espaces pour les femmes, etc. Si la répartition du travail et la façon dont on organise la division du travail n'est pas aussi organisée en fonction de critères féministes, on n'arrivera pas très loin. Et donc moi je plaide vraiment pour essayer de se réfléchir ensemble à un test qui pourrait à la fois penser les murs, à la fois penser les usages et la régulation. Je pense que c'est aussi très très important. Et pendant toute la préparation de mon intervention, je pensais à la phrase de Virginia Woolf sur un lieu à soi. Marita Riosec appelle ça un lieu à soi et plus une chambre à soi, ce qui me semble encore plus pertinent, où elle dit: il est indispensable qu'une femme possède quelque argent et une chambre ou un lieu à elle si elle veut écrire une œuvre de fiction. Et je trouve que ça c'est très important, ça reste quelque chose pour moi comment dire, une espèce d'idéal, exactement, et qui doit guider l'aménagement, la construction, un lieu à soi où on peut pas nécessairement faire son œuvre de fiction, mais sa vie, sa propre vie. Je pense que ça c'est vraiment très très important. Et la question des espaces a été abordée. Et je trouvais que voilà, combien de chambres, quels sont les lieux où on peut s'isoler, ce sont des questions évidemment très très importantes. Après il y a aussi, je rajoute encore juste une petite chose, il y a aussi la question de penser le logement en fonction d'habitants qui ne font pas partie de la même famille. C'est-à-dire qu'il y a des expériences, moi j'ai beaucoup étudié la SBL Un toit deux âges, et les aménagements de l'espace dans Un toit deux âges pour faire cohabiter des générations sous un même toit. Évidemment, l'espace n'est pas conçu de la même façon que quand on a des liens familiaux, où on peut partager des espaces intimes, etc. Je crois qu'il faut commencer aussi à réfléchir le logement pour que des liens autres que familiaux stricts, c'est-à-dire imposés, puissent se développer. Comment est-ce qu'on pense le logement quand on veut cohabiter avec des gens qu'on a choisis, avec qui on a choisi de cohabiter, mais qui ne sont pas la famille? Donc ça, c'est aussi une problématique intéressante. Et c'est certainement d'autant plus vrai quand on est dans une situation d'accessibilité financière de plus en plus compliquée à un logement. Pour ça, la solution de Calico avec la chambre commune à pouvoir réserver sous inscription, ça évite à chacun d'avoir une chambre en trop qui ne sert que tous les X, quoi. Oui, tout à fait. Peut-être Mme on met souvent en évidence le fait que dans les questions ou dans les métiers de soins, ou sur la question du genre également, on a une surreprésentation des femmes dans ces métiers-là. Est-ce que d'abord cette tendance, elle se maintient, ou est-ce qu'on a une évolution par rapport à ça, et est-ce que quelque part, alors ça c'est peut-être pour M. Lannoy, on a une explication sociologique à ce constat qui perdure ou évolue très lentement? En réponse donc à la première question, s'il y a une évolution, elle est excessivement lente et elle ne suit pas du tout la volonté de la société dans son ensemble face à ce constat. Et donc, comme je le disais, pour certains métiers, il y a même une régression, vu qu'on voit qu'il y a un vieillissement de la population des soignants dans certains domaines. Pas dans tous, fort heureusement. Parmi la profession infirmière, par exemple, on voit une légère tendance à l'augmentation de collègues masculins qui sont en train de se former et qui restent dans le métier. Un des problèmes, bien sûr, pour beaucoup de ces métiers, c'est la rétention. On forme suffisamment, mais la durée de vie professionnelle d'une infirmière à l'heure actuelle, elle est de 5 ans. Donc vous imaginez quelle perte personnelle dans une question de projet de vie, mais pour la société qui investit dans l'éducation de ces professionnels qui finalement se réorientent en raison notamment de pénibilité du travail. La difficulté, oui. Oui, donc pourquoi est-ce que ces professions-là se féminisent peu? Je n'ai pas vraiment de réponse parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la question. Mais peut-être ce que je dirais, c'est que je pense qu'un des obstacles principaux, c'est la question de l'éducation, de la socialisation masculine. Je
pense que c'est assez fondamental, ces orientations-là. Elles renvoient à des identités de genre. Et me semble-t-il que l'éducation qu'on continue à donner aux garçons reste quand même axée sur un principe, alors je ne sais pas trop comment l'appeler, mais je l'appellerais peut-être le principe de l'ascendance, c'est-à-dire un homme, c'est quelqu'un qui doit diriger, guider, conseiller, influencer, mener, hein, d'une certaine façon, quels que soient les métiers dans lesquels on est, alors que les métiers du soin, finalement, seraient peut-être plus de l'ordre, de la correspondance, de répondre aux autres, je sais pas, de l'accompagnance, ou peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, de la bienveillance, donc de veiller sur les autres, qui restent des principes, me semble-t-il, qui ne sont pas encore suffisamment transmis aux garçons, qui se vivent encore souvent comme étant des êtres qui doivent tenir tout seuls, qui doivent tenir par eux-mêmes, et donc qui n'ont pas besoin des autres. Et donc si je n'ai pas besoin des autres, pourquoi aiderais-je les autres aussi, hein, de cette façon-là? Donc je pense qu'il y a des choses assez fondamentales au niveau, c'est sans doute pas le seul facteur, bien évidemment, mais de nouveau, je pense que ces questions de genre viennent de loin. Oui, c'est intéressant. Madame de Graaf, oui, vous voulez rajouter? Oui, je voulais juste rajouter que, historiquement, les métiers du soin, en tout cas les métiers comme à la domicile, les métiers qu'on va dire un peu moins qualifiés, bien que ont historiquement été proposés aux jeunes filles dans les milieux ruraux pour aider les familles nombreuses. Et donc il y a quelque part des racines historiques qui associent les femmes à ces métiers-là, en tout cas en Belgique. Il y a évidemment l'association massive femmes, domesticité, soins à domesticité, qui fait qu'il y a une professionnalisation aussi qui est très lente et qui intéresse peu finalement les hommes. Mais pour moi, la surreprésentation, c'est pas tant le problème. Évidemment, pour moi, le vrai problème, c'est la sous-évaluation et le fait que ces métiers sont dévalorisés. Hein, alors on va dire oui, c'est parce que ce sont des femmes. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a parmi les personnes qui représentent les métiers du soin, quand on regarde les personnes qui défendent, c'est principalement des personnes à Bruxelles très certainement d'origine étrangère, qui sont très peu représentées dans les instances syndicales, qui sont très peu représentées dans les lieux dans les luttes. Et donc ça fait la dévalorisation de ces métiers perdure parce qu'elles sont très mal défendues. Enfin, pour moi, c'est une des raisons. Donc la surreprésentation, oui, et en même temps, c'est peut-être pas ça le problème principal, c'est vraiment la dévalorisation. Et ça change, effectivement, mais quand on regarde comment ça change, alors moi je connais bien l'aide à domicile, infirmière, aide-soignante, aide familiale, etc. Quand les hommes arrivent, ce sont eux qui ont les contrats les moins précaires et ils sont à la tête des organisations. Donc ça pose quand même question. Cette mixité ne va pas de pair avec l'égalité. Oui, on a déjà dit ça dans un autre débat ce matin, on arrive à la même conclusion. Mais je vais rebondir pour le dernier thème sur lequel je voudrais vous entendre, c'est la question de la maison de naissance et de la maison de mourance ou de la mort à domicile, les soins à domicile. Ici, on se retrouve dans le cadre de logement. Enfin, j'ai posé la même question au panel tout à l'heure. Quels sont les apports à la fois pour la personne, mais peut-être aussi pour la société, d'avoir ici ce genre d'infrastructure dans le cadre d'un logement par rapport à une solution hospitalière plus classique? Je vais peut-être recommencer et vous allez certainement pouvoir me compléter. Je pense qu'une des grandes plus-values, c'est d'envisager évidemment cette proximité auprès du lieu de vie de la personne. Parce qu'on peut imaginer que les personnes qui viendront donner naissance et qui viendront aussi terminer leur vie dans des lieux en dehors des murs d'une institution seront affectivement et géographiquement plus proches de leur lieu de vie. Et donc ces lieux de passage s'envisagent vraiment dans une trajectoire de vie. Ça, c'est un enjeu très important, me semble-t-il. L'autre, c'est celui de la démédicalisation.
Je pense que ça va de pair, bien sûr, en se rapprochant de l'expérience humaine, on laisse plus de place à ce vécu affectif, social, que sont ces moments-là. Et je pense qu'effectivement, le fait de valoriser davantage l'aide informelle telle qu'elle peut être apportée par cet habitat groupé qu'est Calico, avec tout son projet et ses valeurs, a vraiment une plus-value à cet égard-là. Cette entraide humaine qui, dans de nombreux cas, est quand même substituée par l'aide biomédicale. Mais autant, je crois très fort à l'importance de la médecine, de l'evidence-based medicine, à certains moments, c'est une fuite en avant par rapport à ce qui fait notre expérience humaine au travers de la maladie, au travers de la naissance, au travers de la mort, et donc un véritable enjeu de promotion de la santé au sens large. Merci. Monsieur Lacroix, oui. Oui. Donc moi, de nouveau, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, donc quel serait l'avantage? Je n'en sais trop rien. Ma réponse serait il faut mener l'enquête. C'est-à-dire, et peut-être que la réponse est déjà connue, hein, voilà, mais que souhaitent par exemple les nombreux seniors qui ne veulent pas aller en maison de repos et de soins? En fait, quelle est leur motivation? On sait que pour certains c'est la crainte d'être une charge pour leurs proches, mais peut-être aussi c'est la crainte justement de perdre ce lien avec des proches. Que veulent les proches, etc. Je pense que ça mérite d'être mieux connu. Mais en tout cas, je pense qu'il y a d'abord sans doute des réponses diverses. Hein. Probablement que tout le monde ne veut pas d'un modèle Calico non plus. Mais je pense qu'il y a toujours cette question des rapports entre le type d'espace dans lequel on vit et le type de relation qui s'y développe. Il me semble qu'il y a en fait trois grands schémas dans lesquels les gens, vous et moi, on peut se projeter, notamment si on envisage la question de la fin de la vie. D'abord, il y a un premier schéma qui est celui de dire, bon voilà, moi je veux le même espace et je veux garder les mêmes relations jusqu'à la fin de ma vie. Hein, donc je veux mourir chez moi, il n'est pas question que ça change, ça c'est une première manière de voir. Une deuxième manière, c'est de dire, ok, je veux garder mon espace, mais j'accepte que des relations changent. Donc je vis chez moi, mais par exemple, j'accepte des soins à domicile ou que des rôles se réorganisent au sein de la famille, mais je garde l'espace. Et puis il y a le troisième modèle qui n'est pas, qui est le plus fréquent d'une certaine façon, c'est que pour avoir d'autres relations, d'autres soins, il faudrait que je change d'espace. Donc par exemple aller dans une maison de repos. Hein, parce que ces soins-là ne seraient pas possibles autrement ou autre part que dans cet espace. Et d'une certaine façon, Calico, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire, il faut créer un autre espace pour avoir d'autres types de relations. Dans l'accompagnement, que ce soit de la naissance ou dans l'accompagnement de la mourance. Hein, donc il y a quand même l'idée qu'il y a toujours un lien entre le type d'espace où on vit et le type de relations qui peuvent s'y développer. Et donc je trouve ça assez intéressant de voir en tout cas que les réponses sont pas les mêmes et que pour certaines personnes des liens sont liés à des lieux. C'est-à-dire si je quitte ma maison, je vais perdre des liens. Oui, je vais être emmené dans d'autres. Alors que peut-être pour d'autres personnes, ce lien, voilà, cette association entre l'espace et les liens n'est pas pensée de la même façon. Et en tout cas, de nouveau, Calico soulève ces questions-là. Un petit mot? Ouais. Juste pour compléter aussi, ce que je trouve évidemment intéressant dans un tel projet, c'est le soutien aux aidants proches. C'est-à-dire que quand, évidemment, l'hôpital, c'est le dernier endroit où on a envie de mourir, mais ce qui freine le fait de revenir à la maison, souvent, c'est pas tellement l'état de la personne, c'est qui va s'en occuper. Et je pense que dans un projet de maison de mourance, le fait qu'il y ait un soutien de toute une communauté aux aidants proches est ce qui fait vraiment l'intérêt. Parce que les aidants proches sont souvent très seuls, sont épuisés, ils ont vécu une période très très difficile avec la personne à l'hôpital ou malade. Et donc voilà, il me semble que c'est ça qui est l'apport principal, c'est de donner une place aux aidants proches et de les aider dans leur propre care
leurs proches mourants. Oui, merci. Vous avez tous les trois un discours qui résonne sans doute chez beaucoup de monde, parce que c'est des choses auxquelles on est tous à un moment confrontés dans notre vie. Alors, prenons quand même un petit peu le temps de l'une ou l'autre question. Voilà, Chloé par exemple qui a levé sa main la première. Mais tout le monde sait que tu t'appelles Chloé, mais tu vas quand même te présenter. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Moi j'avais une question. Donc tu vas te présenter. Oui, alors moi c'est Chloé Salambier, je suis administratrice de l'association Angela Day. Et j'avais une question pour nos intervenants, justement sur Madame Van Neuve, vous parliez de comment valoriser les acquis de ce projet, etc. Moi, ma question, ce serait aussi comment valoriser tout le travail qui a été nécessaire à la réalisation du projet Calico et tout le travail qui sera encore nécessaire au maintien de la maison de naissance, de la maison de mourance, en sachant qu'on a une majorité de femmes qui vont habiter et qui habitent déjà ce projet. Et donc on revient un petit peu dans des mécanismes où le travail bénévole n'est pas ou peu valorisé. Nous on a fait un petit calcul avec Angela Day. Notre participation au projet Calico, c'est 4200 heures de travail bénévole par an. Donc sur 3 ans, ça fait 12 600 heures. Et si on compte 20 € bruts par heure, ça fait 240 000 € qui n'ont pas été valorisés dans le projet Calico. Ce qui est important, puisque si on pense à la théorie des 3 rôles et théorie féministe sur le travail, là, ce sont encore des femmes qui, en dehors du travail reproductif et du travail productif, produisent du travail social et communautaire et permettent aussi à ce type d'innovation d'exister. Voilà, donc c'était pour savoir votre avis. Alors juste une petite mention, c'est que du coup la question du budget sensible aux gens. Ah oui, pardon, Angela Dis, Chloé, administratrice. Et donc juste par rapport à la question, ce qui était intéressant, Florence, dans ce que tu disais sur le fait qu'il faut que ce soit capturé par des politiques existantes. Et je pense que la question du budget sensible aux gens a été une faille dans le projet, mais donc je le dis en termes de critique constructive pour le futur, et que c'est vraiment un moment important, c'est un moment comment on donne des moyens, donc que ce soit d'ailleurs pour aussi pas ça, dans une politique publique par rapport aux questions de genre. Voilà. Une réaction ou... On entend bien la question, elle est tout à fait pertinente, elle a été soulevée, pas en termes aussi précis, mais clairement, pour pouvoir valoriser, ne pas rester dans une logique de pilotite, il est important de pouvoir pérenniser les apprentissages. Et là, je n'ai pas la réponse, bien sûr, je n'ai pas les cordons de la bourse, mais bien sûr, recommencer les apprentissages, et je pense que dans nos travaux de recherche, on a toutes été confrontés au désarroi que les recommandations pour justement participer à la construction des sciences ne sont pas captées par les politiques, notamment en termes de pérennisation des acquis d'apprentissage, je dirais à ce niveau-là. Je peux quand même encore dire quelque chose. Oui, bien sûr. On va pas avoir le temps de prendre la parole, mais ça me parle énormément. Et alors, 2 choses. Il y a eu le même problème, on a fait le même calcul, je trouve que c'est super intéressant le calcul que vous avez fait pour la fabrication des masques. Hein, ça s'est posé aussi. Les femmes ont fait massivement des masques, ont donné des masques. Et quand on demandait d'être rémunérées au moins pour la matière, on trouve ça scandaleux. Et je pense que c'est exactement la même chose ici, c'est-à-dire que c'est très important de tout le temps valoriser, de montrer que quand on travaille, c'est du travail, c'est du bénévolat, mais c'est du travail. Alors, et ce n'est pas parce que c'est militant au sens d'un projet politique que ça ne doit pas être calculé. Pour moi, c'est essentiel. Et d'autre part, la deuxième chose, dans les innovations sociales, dans la théorie, dans les recherches qu'on a pu mener, il y a un grand point d'attention, c'est l'épuisement de ce qu'on appelle la ressource réciprocitaire. C'est-à-dire que l'émergence, elle est là, il y a le feu, il y a la flamme, et on ne compte pas.
Et puis après, il y a une forme de pérennisation avec un gros point d'attention sur l'épuisement de ce qu'on appelle la ressource réciprocitaire. Et si les ressources ou marchandes ou publiques ne prennent pas le relais, le projet, il est vraiment en danger. Et ça, c'est dans beaucoup de cas, on a vu des projets soit s'effondrer, mais pas nécessairement s'effondrer, mais vraiment changer complètement de nature, ce qu'on appelle l'isomorphisme, prendre la figure ou la tête d'une autre type de ressource, parce que la ressource réciprocitaire qui a ses caractéristiques, qui maintient la vie du projet, le politique, etc., en fait, elle n'est plus là, et donc le projet évolue dans un sens qui n'était pas du tout celui de départ. Alors, on peut peut-être prendre une deuxième question, ou une deuxième intervention. Oui, il y a deux mains qui se sont levées. Pardon? Oui, on va prendre les deux. Oui. Bonjour. Donc, moi, c'est Jessira Nelson. Je travaille pour le CPS de Forêt dans le cadre du projet des contrats locaux-sociaux santé. Alors, je voulais déjà remercier, en tout cas, voilà, la présentation de ce projet qui déjà à l'époque, quand on en avait parlé, était quelque chose d'absolument incroyable dans le panorama forestois. Ici, nous, pour ce qui en est du contrat local social santé, qui est peut-être un projet, lui aussi un projet pilote un peu particulier et qui touche l'accès aux droits dans le quartier Bas-de-Forêt, donc vraiment on est voisins finalement de Calico. Je voulais poser la question de comment est-ce que, on a beaucoup parlé de réplicabilité du projet, comment est-ce que, à côté de ça, on pourrait aussi faire tache d'huile en fait, de ce projet de Calico qui s'insère quand même à l'intérieur d'un contexte du Bas-de-Forêt, très particulier, d'un quartier avec ses enjeux et son identité, et s'il y a peut-être aussi une envie de voilà, on l'a beaucoup entendu, effectivement, cette ouverture à l'intérieur du quartier, de comment investir. Mais je voulais plutôt demander finalement quels sont les enjeux en termes de, oui, effectivement, réussir à reproduire, en termes de tache d'huile, peut-être en termes de santé communautaire sur l'ensemble d'un territoire. Merci. Alors, les enjeux de cette reproduction. Mais je pense qu'une partie des réponses a déjà été donnée. Je pense que la question est essentielle, évidemment, et mérite d'être posée et mérite une réponse aussi. Et donc, je pense qu'à partir du moment où le projet est lancé et que les personnes sont sur place, eh bien, il faut pouvoir se donner les moyens d'en recueillir les apprentissages, notamment en termes de qu'est-ce qu'il faut comme caractéristiques locales, mais aussi du projet, pour pouvoir le répliquer ailleurs. Et donc, pour l'instant, me semble-t-il, on manque encore d'informations, mais aussi, je pense qu'il y a des pistes par rapport à des projets similaires ou des caractéristiques locales similaires et des projets similaires peuvent déjà nous apprendre énormément. Mais il faut pouvoir valoriser encore une fois ces connaissances, valoriser sur le plan financier bien entendu, mais aussi en termes de diffusion d'informations auprès des politiques pour justement pouvoir sensibiliser les décideurs par rapport à l'urgence aussi de continuer à créer des innovations sociales. Merci. Oui, si je peux prendre peut-être au-delà effectivement de l'information, je pense que la complexité du montage a été soulignée à plusieurs reprises, et c'est normal, c'est un projet innovateur et donc qui ouvre des portes, mais je pense que si le modèle veut être diffusé, il faut à terme trouver des manières de simplifier cette complexité, c'est-à-dire qu'elle soit soutenue institutionnellement, réglementairement, légalement, pour faciliter des modalités alternatives d'accès au logement, parce qu'il y a aussi ces aspects-là qui sont extrêmement importants et qui sont des obstacles très forts. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde légal par rapport à la question du logement qui n'est pas favorable en fait à ce genre de projet, et d'une certaine manière c'est sans doute le rôle des politiques de rendre ces modèles-là plus facilement accessibles aussi dans leur complexité juridique et institutionnelle. Et ça, je pense que c'est vraiment un des aspects importants, c'est de
30. Parce qu'en fait, même le fonctionnement du marché immobilier, il est très complexe, mais il a été rendu, en fait, et puis il y a des experts, il y a des intermédiaires, et ça devient l'évidence. Mais il faudrait que les modèles comme ceux-ci deviennent l'évidence, y compris juridique. Oui. Merci. Madame? Oui. Bonjour, maar je vais quand même poser ma question en néerlandais. Ik ben dus heel de Maalstaf en ik neem ook deel aan een UIA-project als onderzoeker in Gent. En ben ook betrokken bij een organisatie die heel hard bezig is met samenhuizen. Een kleine opmerking en dan een vraag. Mijn eerste opmerking betreft het belang, denk ik, van la maison de naissance of la maison de mourance. En akkoord met Anne-Sophie dat wij daar in Nederlands nog geen equivalent woord voor hebben. Maar ik denk dat dergelijke initiatieven, en zeker in Maison de Mourance, een van de belangrijke elementen is gewoon dat het einde van het leven ook terug gewoon deel uitmaakt van het leven. Ik denk bewijzen daarvoor zijn op dit moment te vinden in het succes van de Dia de las Muertes of Fiesta de las Muertes die je in veel steden ziet. Dus die enorme behoefte dat het einde van het leven gewoon terug deel uitmaakt van het dagelijks leven. Prachtig dat dit in Calico plaats heeft gekregen. Mijn vraag betreft eigenlijk zorg en gezondheid. Ik ben zelf heel hard bezig met de gevolgen van goed wonen op gezondheid. Ik heb deelgenomen aan een publicatie, een renovatie op doktersvoorschrift. En ik vraag mij af in welke mate dit in dit project is meegenomen. Namelijk niet alleen de zorg voor een ander, maar de zorg voor zichzelf. Ik heb gehoord uit Thomas, die spreekt over overcrowded, dat er bijna geen woningen zijn die overcrowded zijn. Uit heel wat onderzoek blijkt dat overcrowded een enorm negatief gevolg op de gezondheid heeft. Nu zou dat dus niet meer het geval zijn. Die woningen zijn waarschijnlijk ook energetisch veel beter en dat blijkt allemaal enorme positieve gevolgen op de gezondheid te hebben. Het collectief wonen blijkt eigenlijk ook, maar veel minder onderzocht, positieve gevolgen op de gezondheid te hebben. En ik ben dus vooral geïnteresseerd om te weten in welke mate dit soort van gevolgen, die dan toch ook maatschappelijk enorm belangrijk zijn, meegenomen worden in een project als Calico. Bedankt. Oké, donc la question s'adresse pas vraiment à notre panel, elle est plus liée aux acteurs de Calico. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. En tout cas, je vais partiellement y répondre, moi, par rapport à l'occupation des logements, en ce sens que les logements sont loués, enfin pas tous, mais il y en a toute une série qui sont loués via une agence immobilière sociale et qu'il y a donc des règles à respecter en matière d'occupation de ces logements-là, et donc on n'est pas dans la totalité des 34 logements de Calico, on n'est pas sur une occupation purement et uniquement privée, où on met autant de gens que ce qu'on a envie dans son propre logement, quoi. Voilà. Mais indiscutablement, je suis bien d'accord avec vous que notre propre santé, elle dépend aussi de comment est-ce qu'on vit dans notre logement, et donc le mal logement est quelque chose de très impactant sur la santé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre de Calico. Anne-Sophie, ja? Doe maar. Ja, misschien als het dan gewoon gaat over het onderzoeksluik. We hebben natuurlijk pas de mensen die nu, de bewoners eigenlijk kunnen bevragen als ze net verhuisd zijn. Nu, we hadden daar wel oorspronkelijk in de projectaanvraag zeker die aandacht voor, van welke woning komen ze, naar welke woning gaan ze, en heeft dat nu een invloed op hen, naar gezondheid, naar tevredenheid over het leven, kwaliteit van leven. Daarvoor hebben we ook een aantal schalen gebruikt die wel bekend zijn, ook om een aantal indicatoren te hebben. Nu natuurlijk, aangezien dat er wel vertraging is geweest in het project en we ze pas recentelijk hebben kunnen bevragen, kunnen we niet zeggen na 6 maanden, of kunnen we niet, het is maar er komt wel een vervolgstudie waar dat we wel verder naar de invloed van nu goed wonen op die gezondheid, op het welbevinden, sociaal contacten. Het komt er wel, het wordt wel vervolgd. Dus er is zeker binnen, oorspronkelijk was er zeker binnen het project daar aandacht voor. Ook nu bij de evaluatie is er aandacht voor. Maar ja, gezien de vertraging is dat ook tot een beperkt niveau. Ok,
Ok, merci. Bien, on va passer à la partie clôture de cette conférence de clôture. Et donc, d'abord, je vais me faire taper sur les doigts par les organisateurs, mais Chloé m'a demandé de pouvoir dire un petit mot, et comme je suis gentil, je lui ai dit oui. C'est une mini page de pub parce que et Florence et moi sommes investis dans un moment qui va avoir lieu la dernière semaine d'octobre à l'UC-Louvain. On va avoir l'opportunité d'accueillir Joanne Tronto. Donc Joanne Tronto, c'est une féministe américaine qui a théorisé la notion du care et qui l'a rendue politique. Et il y a toute une série d'activités qui sont organisées cette semaine-là à l'UC-Louvain autour de la présence de Joanne Tronto. Donc regardez sur UC-Louvain, Joanne Tronto, vous allez voir tout le programme. Et on aura aussi la chance que Joanne Tronto va venir visiter le projet Calico. Donc ça c'est magnifique, hein. Celle qui a développé la notion du care sera là. Elle va rencontrer les habitants et les habitantes. Et le vendredi 29 octobre, à Bruxelles, à la faculté d'architecture, on organise les états généraux du care, où Joanne Tronto sera présente, et il y aura différents collectifs investis sur des questions différentes, la santé, le logement, la monoparentalité, le climat, etc., qui vont venir énoncer toute une série de constats sur ce qu'ils ont pu observer pendant la crise par rapport aux problématiques qu'ils portent, et ils vont énoncer également toute une série de recommandations. Et Joanne Tronto, vers 16h, fera un résumé de toutes ces revendications qu'elle mettra en perspective avec ses théories sur le care, les interdépendances, etc. Et ce moment est ouvert à tous et toutes, mais il faut bien évidemment s'y inscrire. Tout comme les séances de projection de films que Florence organise également. Donc voilà, si toutes ces questions du care vous intéressent, c'est sans doute la seule fois où on aura l'occasion de voir et d'entendre Joanne Tronto en Belgique. Donc n'hésitez pas à participer. Voilà, merci. Alors moi je voulais aussi, comme j'ai la parole et que mon c'est un l'apprend, je voulais quand même aussi faire un petit remerciement parce qu'on a parlé beaucoup des acteurs, des habitants, des ASBL, mais il me semble qu'il y a un acteur sans lequel Calico n'aurait jamais pu se concrétiser, c'est Bruxelles Logement. Et donc moi je voulais, en mon nom personnel, mais je pense à un nom plus général, remercier Arlette et son équipe, Rebecca, Muriel, Dirk, Fotios, j'en oublie évidemment sans doute, mais pour ces 3 ans, enfin ou un peu plus, 4 ans de coordination et de gestion administrative. C'est un boulot considérable dont on ne se rend absolument pas compte et sans lequel ça n'aurait pas été possible. Donc merci à vous.